Aujourd'hui, nous attendons toujours les résultats concrets, factuels, qu'il nous avait promis. Dans son intérêt, mais ça n'a pas beaucoup d'intérêt, mais plutôt dans l'intérêt de la République, il aurait la sagesse, il devrait avoir la sagesse dans les temps très courts de revenir vers les corps intermédiaires, de les consulter. Mais les corps intermédiaires qui se seraient discrédités eux-mêmes pendant des années, C'est pas qu'ils se sont discrédités, c'est que sur la question syndicale, puisque là, le 6 décembre, on a les élections syndicales, enfin professionnelles en France, simplement, la France a toujours été caractérisée par un faible taux de participation aux élections professionnelles, et il est vrai, une culture syndicale qui avait davantage tendance, contrairement par exemple à l'Allemagne, qui est un pays que je connais bien, à la contestation qu'à la négociation. Il y a une partie de la balle qui est aussi dans le camp des syndicats, essentiellement les réformateurs, parce que on sait que certains syndicats sont uniquement dans la posture, comme certaines formations politiques d'ailleurs, quand on entendait parler de destitution, etc. Bon, il y a des gens qui sont dans la posture, ils le seront toujours, mais il est de la responsabilité des syndicats et des forces politiques, je dirais, crédibles et de gouvernement, de porter des propositions. Si le président ne les écoute pas, il devra en tirer seul les conséquences. Alors cette crise de la représentativité touche les Gilets jaunes eux-mêmes. Regardez ce que dit Stéphane Siro, historien spécialiste des mouvements sociaux. Une meilleure représentativité est une revendication forte chez les Gilets jaunes, à tel point qu'ils ne parviennent pas eux-mêmes à se trouver des leaders suffisamment représentatifs. Écoutez ce gilet jaune interrogé hier dans l'émission C'est politique sur France 5, c'est très révélateur du problème de leadership qui touche le mouvement. Benjamin Cauchy, clairement, vu qu'il n'a pas été voté dans l'élite, a envoyé des SMS, clairement, en disant si vous ne me mettez pas dans l'élite, je fais tout péter, je fais avec des menaces, clairement. Donc ça, c'est pas... Moi, des gens comme ça, genre, je ne veux pas qu'ils me représentent. Il faut des gens qui aient un maximum de transparence, qui n'aient pas un passé politique, un passé de syndicat. On est le peuple. Vous vous rendez compte du rejet, cette crise de représentativité va tellement loin qu'ils n'arrivent plus à se faire confiance entre eux-mêmes et ils ne veulent personne qui soit issu d'un parti ou d'une organisation syndicale. Ça va extrêmement loin, c'est inédit. Oui, je pense que c'est très lié au mouvement lui-même. C'est-à-dire le mouvement a eu une émergence spontanée qu'on n'a pas vraiment vu venir sur les réseaux sociaux, etc. Et il y a un phénomène d'entraînement qui fait qu'aujourd'hui, se couler en quelque sorte dans les cadres classiques de la représentativité, dans les cadres qui ont d'ailleurs échoué, il faut le dire, mais qui, à mon avis, ne sont pas invalidés pour autant, mais ça reviendrait en quelque sorte à se renier eux-mêmes que de se couler là-dessus. Et donc, ils sont eux aussi dans une fuite en avant parce qu'ils n'auront jamais de représentant qui permettra de sortir en quelque sorte une synthèse de leurs revendications parce que ils n'arrivent pas eux-mêmes à faire la synthèse de ces revendications. On le voit bien, le mouvement il est tiraillé de l'interne entre une contestation fiscale, une présence politique très forte des extrêmes, qu'ils soient de gauche ou de droite, l'ajout de tout ce qui est sujet de mécontentement, le tarif de l'électricité, mais également les frais de téléphone, etc. Donc il y a une telle variété de positions qu'aucun représentant ne sera à même de faire cette synthèse et de porter une voix qui soit en quelque sorte commune à tout le mouvement. Et je pense que plus que la représentativité, il y a une volonté d'unanimisme. Or, l'unanimisme, ça ne peut pas fonctionner sur un mouvement aussi décentralisé que cela, parce que ça s'organise, l'unanimité. Et donc, soit le mouvement arrive à se mettre en quelque sorte dans un principe organisationnel plus fort, et dans ce cas-là, il devrait être accompagné, parce que ça demande beaucoup d'expertise. Et puis c'est tout ce qu'ils rejettent. Mais voilà, le problème, c'est qu'ils ne veulent pas cela. Donc je pense que c'est aussi cela la difficulté de la représentativité, parce qu'il n'y a pas grand-chose à représenter. En tout cas, il n'y a pas de cohérence à représenter. Or, la représentativité, exactement. C'est vraiment l'enjeu du mouvement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on voit que le mouvement des Gilets jaunes, dont la colère de base est totalement légitime, aurait tout intérêt à passer à une nouvelle dimension, qui serait une dimension plus politique et moins contestatrice. J'ai vu une tribune, par exemple, dans le JDD. Donc là, aujourd'hui, on est au cœur du problème, c'est justement pas ça qu'il faut faire. Et on voit bien que personne n'arrive à se débloquer le cerveau. Personne n'arrive à se débloquer le cerveau pour imaginer que cette absence de représentativité telle qu'on l'imagine à travers un parti politique ou même à travers des leaderships, eh bien que c'est justement ça la solution. Et que, en tout cas, c'est la source, la base sur laquelle va se bâtir la solution de la nouvelle donne, la nouvelle façon de s'occuper de soi individuellement et collectivement dans une nation.
Donc voilà, donc tout le monde se pose la question, personne n'a de solution, et c'est très simple. Il y a un moment, dans tous les changements très forts de paradigme, au début, oui, il faut accepter de ne pas avoir de solution. Et petit à petit, on va la voir émerger. Mais par l'expérience, parce que ça va tâtonner, parce qu'on va essayer d'avancer d'une façon... Donc voilà. Et donc c'est cette solution-là qui va émerger petit à petit. Si elle n'est pas bloquée, je pars par des idéologies, par des œillères historiques, on va dire, hein, et dogmatiques. Voilà, on va voir. Mais bon, je sens que de toute façon, c'est un passage obligé. Cette espèce d'état très très inconfortable où il n'y a pas de solution, c'est un état normal, enfin c'est une étape normale. Il y a toujours une étape où on ne trouve pas de solution et il ne faut pas précipiter le moment où on en trouve une, parce que ça ne sera pas une bonne solution. Il faut juste attendre le moment où la solution émerge. Voilà. C'est un peu complexe ce que je vous dis. Bon, c'est encore un truc de coach, hein, mais laissez le temps à la solution d'émerger. Surtout quand on est dans un collectif, surtout quand c'est toute une nation, c'est tout un peuple. Il apparaît loin, très loin. La crise a quand même commencé sur la problématique précise de la hausse des prix du carburant. La majorité sénatoriale a revoqué en examen du projet de loi de finances ce projet, ce qui montre que, heureusement qu'il existe une deuxième chambre par rapport à ce qu'on a pu entendre dans certains discours. La crise de la représentativité là, de notre président, moi ce que j'ai envie de dire au fond, c'est de nouveaux représentants en nouveaux représentants, je pense qu'ils progressent dans quelque chose qui est très fort, c'est qu'ils progressent dans la capacité à avoir des promesses qui font que l'on va voter pour eux, et des promesses qui sont à la fois de plus en plus alléchantes et qui ont la capacité de plus en plus à masquer leur stratégie de nous faire les poches. À réfléchir. Aujourd'hui, j'ai envie de dire, il récolte ce qu'il a semé pour vous. En partie. Il faut je pense, séparer le bon grain de l'ivraie, puisqu'on est sur la métaphore frumentaire. Il y a évidemment chez Emmanuel Macron une volonté de passer outre les corps intermédiaires. Et le premier élément, ça a été la réforme du Code du travail, où on l'a vu, ont disparu des instances de dialogue social, ont été amoindries des capacités de ces instances-là, tout à fait déterminantes. Donc, premier élément, et Marie-Noëlle Lienemann avait raison de signaler cela. Néanmoins, on ne peut pas imputer à Emmanuel Macron la disparition de la représentativité syndicale, alors même que les élections professionnelles se succédant, on voyait un affaissement. Alors, ce que je voulais dire aussi, c'est qu'on s'étonnait un peu que les corps intermédiaires, mais surtout les partis politiques divers et variés, soient reçus à l'Élysée, à Matignon d'abord, et puis à l'Élysée, sans les gilets jaunes. Bah, moi, je pense que tout ça, c'est normal. Hein. Ce sont tous ces personnes qui ont amené la France où elle est aujourd'hui. Bah, c'est normal qu'ils réfléchissent ensemble à une solution à proposer aux gilets jaunes par rapport à leurs revendications. Au fond. Moi, je les mets tous dans un même ensemble. Ce sont les mêmes gouvernants. Tantôt, c'est l'un qui gouverne, tantôt c'est l'autre. On voit bien que d'élection en élection, ils se renvoyaient plutôt la balle. Là, ils étaient un peu plutôt des mêmes sources, ils avaient fait les mêmes écoles. Donc, c'est vrai que c'est bien de les mettre tous face à nous et de leur dire, ben voilà, on a ça, c'est des urgences. Tout le monde s'accorde à ce que ces urgences-là soient prises en compte réellement, et notamment que l'argent nécessaire soit débloqué et soit donné aux personnes qui en ont vraiment besoin. Eh bien, c'est l'ensemble des partis politiques, que ce soit au pouvoir ou que ce soit des partis d'opposition, que ce soit même les syndicats à la rigueur.
c'est à tout cela qu'on demande aujourd'hui de régler le problème. Et c'est légitime, et c'est normal, je pense.